Salut à tous les fans des pros de la souris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc d'abord, comme d'habitude, je remercie tous les gens qui nous ont écrit des quatre coins du monde. Merci, 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 ça fait chaud au cœur. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur notre site, bien sûr, pro-souris.fr, plus précisément sur notre blog. Alors, aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Photoshop, le logiciel incontournable, et qu'on présente plus, le logiciel de retouche photo par excellence, j'ai nommé Photoshop, Adobe Photoshop. Alors, ce logiciel, on va parler un petit peu du traitement d'image en général et on va se concentrer sur Photoshop et on va essayer de faire vers la fin un photomontage où je vais vous apprendre quelques techniques basiques mais qui sont très très puissantes et qui peuvent vous donner des résultats très très satisfaisants en termes de montage vidéo. Alors, on va commencer. Premièrement, on va faire une présentation. On va parler un petit peu comment on est arrivé à Photoshop, d'où il sort, à quoi il sert, etc. Alors, tout a commencé dans la tête d'une personne, et cette personne s'appelle Thomas Knoll, et c'est vers la fin des années 80. Thomas Knoll était étudiant donc et souhaitait créer un petit logiciel qui permettait d'afficher les images au niveau du gris. Vous savez, quand on prenait des photos ou des choses comme ça, les photos, elles sont en couleur depuis longtemps. Bien sûr, on peut les prendre en noir et blanc, mais souvent elles sont en couleur. Et à cette époque-là, les écrans des ordinateurs affichés, on va dire dans les années 80, étaient plutôt noir et blanc. Il y avait de la couleur, bien sûr, mais quand même, on était au niveau du gris. Donc, lui a souhaité ou a décidé de faire un petit logiciel qui permettait d'afficher les images au niveau du gris. Et à cette époque-là, c'était pour les faire tourner sur des Macintosh ou l'Apple II. Si vous voulez, si vous vous intéressez à cette époque ou à l'évolution des ordinateurs, je vous invite aussi à aller voir notre vidéo pour les PC et les Mac, l'histoire du PC et du Mac, qui est disponible sur la chaîne et sur le site, bien sûr. Bon, je reviens à monsieur Thomas Knoll. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un petit logiciel qui s'appelle Display. Ça, on est à la fin des années 80, on est vers 87, 88. Et il le présente à son grand frère, John Knoll. Donc, pourquoi il le présente à son grand frère? Parce que son grand frère travaille, il est dans le domaine, il travaille dans une société qui s'appelle Industrial Magic, Light and Magic, qui est une filiale de Lucasfilm. Vous connaissez tous les George Lucas et les fameux Star Wars, etc. Et la machine industrielle qu'il y a derrière de production Lucasfilm. Donc, cette société est une filiale de Lucasfilm et elle est spécialisée dans les effets spéciaux visuels. Et le frère travaille notamment sur les effets visuels avec l'aide de l'outil informatique. Alors, le frère va voir rapidement le potentiel de ce logiciel et va, on va dire, inciter son frère à développer tout un logiciel complet de traitement et de retouche d'images. Alors, Thomas Knoll, donc, il n'était pas très sûr du coup, mais avec l'aide de son frère, ils se sont mis à la tâche et ils ont commencé le développement de ce logiciel, ce qui nous a donné, quelques mois plus tard, Imagine Pro, qui est, on va dire, leur logiciel de retouche d'images et photos.
Ce nom n'est pas resté, hein, donc apparemment il y a quelqu'un qui a suggéré, donc quand ils ont fait une démonstration, il y a bon il se rappelle pas de son nom, les deux compères là, donc il y en a un qui leur a suggéré de prendre le nom de Photoshop, et voilà, depuis ce jour-là, ce logiciel s'appelle Photoshop, et ce nom est resté jusqu'à aujourd'hui, malgré plusieurs tentatives de vouloir le changer, mais voilà, on n'a pas trouvé mieux. Bon, je passe très rapidement sur l'histoire, hein, je rentre pas dans les détails, c'est juste histoire d'évoquer voilà ce qui se passe, ce qui s'est passé, bien sûr. Alors, Photoshop, voilà, dans ses versions, première version, donc sera commercialisé avec une société qui s'appelle Barney-Scan. Cette société, elle vend des scanners, voilà, pour les vidéos et pour les images. Et donc, sous licence, en fait, il reste toujours la propriété des frères Knoll, mais sous licence, donc il va être commercialisé et il va vendre environ 200, il va en vendre 200 unités de ce logiciel. Alors, lors d'une présentation aussi, ce logiciel Photoshop va intéresser Apple. Hein, donc Apple, à l'époque, voilà, c'était un peu la fin de l'âge d'or, mais c'était quand même, voilà, c'était à l'époque une grosse boîte avant qu'elle sombre et qu'elle reprenne renaissance 10 ans après. Donc là, on est dans la fin des années 80, hein, milieu-fin des années 80. Et Microsoft décide de mettre ce logiciel dans ses Macintosh et dans ses Apple II. Et donc, c'était un contrat sous licence aussi. Voilà. Après, donc, Apple a passé la main à la société Adobe, ou en anglais Adobe, donc qu'on connaît tous aujourd'hui, qui commercialise jusqu'au jour d'aujourd'hui ce fameux logiciel de retouche d'image. Et on voit ici, je vous ai mis plusieurs icônes de l'évolution, hein, qui montrent l'évolution de toutes les versions connues d'Adobe Photoshop. Hein, on est passé de la version 0 quasiment, la 1, la 2, jusqu'à la 7. Après, on est rentré on a changé d'appellation. Adobe a décidé de changer d'appellation et intégrer le tout dans une espèce de suite de logiciels qui s'appelle les Creative Suite. Donc, on a Creative Suite, Creative Suite 2, Creative Suite 3, etc. Les fameux CS. Et aujourd'hui, on est à la version 6. D'accord, à l'heure où je vous parle, on est à la version 6 et la démonstration tout à l'heure, on va la faire avec cette version-là. Alors, passons maintenant au traitement d'image d'une manière générale. Alors, pour comprendre le traitement d'image, en fait, on va traiter l'élément basique d'une image, hein, l'élément, le plus petit élément, on va faire des opérations dessus. Et si on combine toutes les opérations sur tous les éléments de base d'une photo, c'est ce qu'on appelle le traitement d'une image. Alors, quel est cet élément basique? Eh bien, c'est le pixel. Vous entendez ce mot un peu partout, pixel, résolution, etc. Et bien là, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Alors, prenons une photo. Allez, je prends une photo de Zidane, Zizou. Donc, pourquoi j'ai pris Zizou? Parce qu'il est connu mondialement. Donc, voilà, c'est ça, il est interfrontière. Hein. Et je fais un zoom. On va prendre une région, et on va zoomer cette région. On va l'agrandir. Et là, vous voyez bien ces fameux carreaux qu'on voit pas ici dans l'image originale. Et qu'on voit ici, parce qu'on a zoomé, on a agrandi notre image, on voit ces fameux carreaux là. Donc, et chaque carreau là va représenter un pixel. Alors, ce pixel, alors on va zoomer encore une fois pour vous donner encore plus de détails. Hop, je vais prendre une partie, je vais prendre le nez et un peu la joue. Hop, je vais les agrandir.
Et vous voyez ici, donc, que c'est des pixels. Ici, on a des carrés, tac, et chaque carré contient une couleur et une seule couleur. Voilà. Et là, c'est un plan détaillé, et vous voyez un pixel ici, ce carré, c'est par exemple un pixel. Alors, ce pixel a des propriétés. La première propriété de ce pixel, c'est ses dimensions, sa taille, si vous voulez. Donc, plus ce pixel est petit, plus l'image elle sera fine, plus l'image sera nette. D'accord ? Hein, on pourrait zoomer dans cette image sans que la qualité se dégrade, etc. Pourquoi ? Parce que les pixels sont fins. Et inversement, si ces pixels sont plutôt grossiers ou gros en termes de taille, donc quand on va zoomer, on va voir ces pixels, et c'est ce qui va nous donner une image qui n'est pas, on va dire, qui est moins détaillée. Hein, on ne peut pas aller chercher les détails en dessous du pixel. Donc ce pixel, premièrement, c'est ce qui va déterminer la résolution de notre image. Plus il y aura de pixels, hein, et plus leur taille sera petite, donc plus on pourra caser de pixels pour une image, et plus la résolution de cette image sera grande, et plus la qualité de cette image sera meilleure. Mais attention, ça veut dire plus de pixels, ça veut dire plus de données. Donc plus la taille de cette image va être grande. Hein, donc vous voyez ici par exemple, si la taille de mes pixels, si je coupe ce pixel en 4, comme ça, stack, je vais avoir 4 parties, j'ai quadruplé les données. Là, j'ai que ce carré, là, je vais avoir 4 à la place. Donc la résolution sera plus fine, ou meilleure, mais le poids aussi sera plus grand. Donc ça, c'était la première propriété du pixel. Donc le pixel, il a une position, hein, comme vous voyez ici. Chaque pixel a une position dans une grille. Hein, il y a les colonnes et les lignes, comme un tableau. Et il a une position. Donc il a une dimension, il a une position. Il a une couleur. Voilà, il peut être noir, blanc, ou il peut avoir une couleur. Il a une luminosité, etc. Donc, chaque pixel, le traitement d'image consiste en quoi ? Consiste à modifier ou à traiter ou à manipuler ces pixels-là. Hein, on verra par la suite qu'on ne va pas faire pixel par pixel, mais qu'on va faire par plage ou par grand paquet de pixels. Voilà. Ça, c'est l'image, on va dire, c'est les éléments de briques, les briques essentielles, élémentaires d'une image, de toutes les images, même les vidéos d'ailleurs. Hein. Et plus il y a de pixels, comme même pour une vidéo, plus il y a de pixels, et plus le film sera meilleur, mais plus il sera lourd. Hein, quand vous prenez par exemple un DivX à 700 mégas, et quand vous prenez un Blu-ray à 4 gigas, vous voyez la qualité du Blu-ray, elle est meilleure que celle du DivX. Et si vous prenez par exemple un Blu-ray, c'est encore plus, hein, et la taille n'est pas pareille, elle est encore plus grosse. Donc ça dépend de ce qu'on vient de dire là. Donc ça, c'était un premier élément. Le deuxième élément à comprendre dans le traitement d'image, c'est ce qu'on appelle les calques. Et ça, c'est une notion primordiale. Si vous comprenez ce principe, après, vous pouvez vous attaquer à la retouche relativement plus facilement. Alors, c'est quoi cette histoire des calques ? D'abord, on va donner un petit exemple pour comprendre. Hop, imaginons qu'on a un petit bureau, on a un plan de travail avec divers objets posés dessus. Le trombone, des ciseaux, etc., un bloc, notes, voilà, une calculette, et ici on a un chronomètre. Alors, ça c'est une image, mais cette image, moi j'ai la possibilité de la modifier. Alors je vais déplacer des éléments, je vais prendre ces trombones, je vais les ranger ici dans ce petit tiroir, et ben c'est ce que je vais faire, hop, et voilà, je les ai rangés. Je veux dégager aussi les ciseaux, bah je vais le faire, et hop, tac, vous voyez les ciseaux, hop, ils sont rangés.
Maintenant, je vais prendre la calculette. Pour prendre la calculette, je vais mettre le stylo de côté et je vais poser la calculette et je bouge par exemple le chrono. Et vous voyez que cette image, malgré qu'elle apparaît fixe, elle est très malléable. Je peux modifier tout ce que je veux dans cette image. Qu'est-ce qui me permet de modifier comme ça dans cette image? Ce sont les calques. Alors, comment ça marche? Alors, c'est des couches, c'est un millefeuille. Alors, imaginez, on a plusieurs calques. Là, je vais mettre plusieurs calques, 4 calques, les uns sur les autres. Et nous, toujours, on va regarder au-dessus, donc comme si on était ici, et on regarde dans ce sens-là, et on va voir la superposition de tous ces calques-là. Et chaque calque, c'est une couche. Le calque, c'est une couche qui contient des informations. Et chaque couche peut contenir des informations, on va dire, totalement différentes de l'autre. Un calque peut être transparent, peut être opaque, peut être semi-transparent, peut être, on va dire, contient des trous, etc., pour laisser apparaître ce qu'il y a derrière ou devant lui. Alors, revenons à notre exemple de tout à l'heure. Allez, sur le premier calque, admettons, on va prendre le même exemple. Sur ce premier calque, j'ai placé mon plan de travail, ma planche là, je l'ai placée sur le premier calque. Donc le calque qui est en dessous, là, ne contient que cette information, ne contient que cet élément. Si je veux faire un traitement ou quelque chose, je ne le fais qu'à ce calque-là, qu'à cette couche-là, qu'à ce niveau-là. Les autres, je ne les touche pas. Ensuite, par-dessus, je vais mettre une deuxième couche. Cette deuxième couche va contenir ces deux objets-là, par exemple. Et ainsi de suite, je vais après insérer une troisième couche, où je vais mettre les deux éléments-là, la calculette et le chrono, et la quatrième couche que je vais mettre par-dessus, voilà, où là je vais mettre mon bloc-notes, mon stylo, le ciseau, etc., et les trombones. Alors, et maintenant, vous voyez bien que malgré que nous, on voit cette image comme une seule image, elle est composée de plusieurs couches, de plusieurs fragments. Et quand je veux modifier ou bouger les choses, je n'ai qu'à aller dans la couche souhaitée pour décaler, pour modifier, pour éclaircir, assombrir, jouer sur la transparence, masquer, etc. Faire toutes les opérations qu'on peut faire en fait avec ces calques. Donc le calque, chaque calque va contenir des pixels, comme on a vu tout à l'heure, un groupe de pixels, et ce groupe de pixels, on peut le modifier individuellement par calque. Et quand on aura terminé notre travail, on peut convertir ces plusieurs couches de calque en une seule, c'est ce qu'on appelle aplatir. Donc toute l'information contenue dans toutes ces couches va être fusionnée, et on n'aura qu'une seule photo, et on perdra, on va dire, la séparabilité de toutes ces couches-là. Donc toutes les modifications qu'on peut faire par la suite, on ne peut plus les faire. Voilà. L'avantage d'aplatir les calques, c'est de réduire la taille du fichier. L'image, au lieu qu'elle contient les infos de cette image, plus de ce calque, plus de ce calque, plus de ce calque, plus celui-là, elle ne contiendra que les photos d'un seul calque, avec la fusion de tous ces 4-là. Alors là, je vous montre un petit exemple, la puissance des calques, qui est adoptée maintenant quasiment dans tous les logiciels graphiques, d'infographie. Quasiment, on travaille qu'avec des calques, parce que c'est super pratique, ça, on gagne un temps fou, et puis ça organise le travail. Alors, vous voyez ce petit bonhomme ici, voilà, qui est l'assemblage de tous ces calques-là, ces 4 calques-là. Et c'est ce qu'on va voir, on va les superposer. On va prendre le calque de la tête, on va lui superposer celui des yeux, celui de la bouche et celui du nez. Et donc, vous voyez, notre personnage, il est créé. Maintenant, si on veut modifier quelque chose, on n'est pas obligé d'effacer ou de modifier toutes ces informations-là. Il suffit tout simplement de virer le calque de la bouche, par exemple, et que je vais remplacer par celui-là. Hop,
Et voilà, je remplace. Donc il était heureux, il devient triste. Voilà, c'est pas pour que vous soyez triste, mais c'est juste un exemple pour vous montrer que cette technique est très puissante et quasiment une référence maintenant. C'est devenu la norme, un standard dans tous les logiciels, ou pratiquement tous les logiciels graphiques. Alors, j'espère que vous avez compris un petit peu la notion des calques, hein, donc, parce que c'est très très important pour la suite. Ensuite, on va parler des filtres. Alors, c'est quoi les filtres? Ça fait partie aussi des outils hein, dans Photoshop. Et les filtres, c'est des opérations hein, prédéfinies, paramétrables, qu'on peut appliquer à un calque, par exemple, ou une partie d'un calque, hein, voire la totalité des calques. Alors, le plus simple, le plus connu, c'est le flou. Hein, donc, on a le filtre flou. Donc, vous voyez ici, l'image là, on lui a appliqué le filtre flou, et elle devient floue. On aurait pu appliquer seulement à une partie, ou on aurait pu le paramétrer, plus important, moins important. Voilà, donc ça, c'est beaucoup utilisé dans Photoshop, surtout quand on va faire des montages ou des choses comme ça. Eh ben, on peut l'inclure. Ensuite, je vais vous montrer quelques filtres, hein, pour histoire de comprendre un petit peu ce que ça peut faire. Voilà, c'est juste histoire de voir. Alors, on a ici le filtre halo. Hein, vous voyez ici comme si il y avait un objectif avec un reflet du soleil sur la photo. On peut placer ce halo où on veut. Voilà, c'est joli. Ça peut rajouter un certain effet sur vos photos. Donc, voilà. Ce filtre-là, c'est le filtre qui va transformer ou recomposer notre image en petits briques ou petits cubes. Et là aussi, il est paramétrable. On peut paramétrer la grosseur, on peut paramétrer le relief, on peut paramétrer plusieurs choses. Et vous voyez, ça, c'est d'un simple clic. Hein. Il n'y a rien à faire. On sélectionne le calque qu'on veut modifier ou la zone du calque qu'on veut modifier. Et en un clic, boum, on obtient ce résultat. On a d'autres calques aussi, par exemple, comme celui-là, hein, qui va faire une petite déformation, hein, comme si notre bonhomme était à la surface de l'eau, par exemple, ou voilà, il y en a tellement. Il y en a qui sont gratuits, inclus dans Photoshop, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Il y en a d'autres qui sont payants. Il y a des sociétés maintenant qui sont spécialisées là-dedans. Hein, vous pouvez acheter, par exemple, un filtre pour avoir tel ou tel effet. Alors, voilà. Donc ça fait partie aussi des outils de Photoshop et de traitement d'images. On a les outils les plus basiques. Hein, on a des outils plus basiques qui existent depuis le début. Et c'est eux qui vont nous permettre un peu de travailler d'une manière artisanale, d'être plus précis. Alors, on a cette palette des outils, et là vous la voyez, hein, l'évolution de cette palette durant toutes les versions de Photoshop, depuis les premières versions, hein, vous voyez que quasiment les outils de base n'ont pas changé jusqu'à la dernière version ici en noir, la grande là sur le CS6. Et toutes ces anciennes versions, vous voyez, c'est quasiment hein, les mêmes outils, ça n'a pas changé. On a les outils de sélection, on a la baguette magique, on a le pot de peinture, le dégradé, la pipette, la gomme, voilà, la plume, l'aérographe, etc., le tampon. Voilà, on a tous ces outils qui sont ici aujourd'hui. Bon, ils sont étoffés, bien sûr, par rapport aux anciennes versions, hein, il y a de l'évolution, mais le principe reste le même. Donc, quel que soit la version de Photoshop que vous utiliserez, vous serez en mesure normalement de vous débrouiller. Parce qu'en général, le principe n'a pas changé depuis le début. Vous avez des outils, vous avez des filtres, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des calques, et ensuite vous avez votre image que vous décomposez, hein, que vous traitez. Vous pouvez même la traiter pixel par pixel.
D'ailleurs, on va voir ces outils-là quand on va faire la pratique juste après. On va faire quelques manipulations sur ces outils-là, du moins les plus, on va dire, utilisés et les plus fréquemment utilisés. On continue. Et là, on va passer aux travaux pratiques. Alors, on va passer aux travaux pratiques, comme toujours. Je vous demanderai de vous concentrer. Donc, Photoshop est pas très compliqué. Il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de paramétrage. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas initié, c'est la jungle. Même des fois, pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec Photoshop, des fois, il n'arrive pas à trouver, on va dire, une fonctionnalité qu'il utilise rarement. Il est obligé d'aller chercher un peu à gauche, à droite, voilà, pour la retrouver. Bon, moi, j'ai beaucoup utilisé les anciennes versions de Photoshop, pas la dernière, bon, puisque je fais de moins en moins de montage photo. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer quelques techniques de base pour faire de très beaux montages crédibles. Hein. Vous pouvez les montrer à vos amis, à votre famille, à vos collègues, et vous la pétez un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va prendre des photos, voilà, de personnes célèbres de préférence. On peut prendre celles des amis, mais faites attention après de vous fâcher avec eux. On va prendre des photos libres de droit et on va essayer de faire un photomontage. Hein, ici, on a la photo du joueur de Paris Saint-Germain, Zlatan, du président Hollande, de Sarkozy. Ici, c'est le pupitre pendant les élections en 2012 de François Hollande, donc un pupitre vide. On va essayer de faire un petit montage avec tous ces éléments-là pour avoir quelque chose dans ce sens-là. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le corps de Zlatan et on a incrusté le visage de François Hollande dessus. Voilà, on a pris Sarkozy. Ah, vous voyez, il y a de la retouche ici, je vais vous la montrer, peut-être qu'on la voit pas là, mais il y a plusieurs retouches. Je vous expliquerai comment détourer des objets, hein, faire un détourage précis, net et rapidement. Comment incruster les masques de fusion, voilà, on travaillera avec beaucoup d'outils et je vous montrerai beaucoup de choses. J'enlèverai même l'écriture ici, on va essayer de la changer, ou celle-ci, ou voir les deux. Bon voilà, on va s'éclater. Le photomontage, pour qu'il soit réussi, il faut qu'il soit marrant. Il faudrait rajouter une petite touche d'humour. Voilà, donc bon, ici, bon, j'ai fait, voilà, j'écris « Moi, président, je marquerai un but à chaque match », point d'interrogation, donc en faisant référence à Zlatan qui marque un but a priori à chaque match, et qu'on attend toujours de voir les buts de François Hollande atteindre ses buts, quoi. Donc voilà, et puis bon, Sarkozy, l'ironie sur le Fouquet's, le restaurant du Fouquet's, voilà, il aime bien le luxe, donc voilà, un petit pic ironique, mais on est toujours gentil, mais il faudrait, voilà, faire un petit truc assez rigolo pour que le photomontage soit marrant. Allez, on va attaquer sans attendre.